voici repartis pour une nouvelle saison au sud. Pour faire durer l'été qui s'achève, nous allons sur les côtes de l'Aude et de l'Hérault, un territoire attractif avec d'immenses étendues de sable propices à toutes sortes d'activités. Mélissa nous emmènera à la découverte des fonds sous-marins du Cap d'Agde. Nous verrons une faune et une flore que l'on ne trouve qu'en Méditerranée. À quelques mètres de là, nous découvrirons les coulisses de l'aquarium du Cap d'Agde, avec Sophie qui gère une ferme de corail hors du commun. Elle contribue à préserver un écosystème menacé. Et dans un tout autre registre, nous suivrons Caroline Cassia, maître nageuse sauveteuse qui surveille les plages de Gruissan. C'est grâce à elle que notre sécurité est assurée ici pendant l'été. Les interventions qu'on a principalement ici au central de Gruissan, ce sont les traumas. Nous ferons aussi une petite halte sucrée avec Jean-Marie Boudet qui va nous révéler les secrets des berlingots de Pézenas. Et parmi les festivités de l'été, il en est une qui n'a lieu qu'ici, sur le littoral méditerranéen, le tournoi des 6 stations. C'est du rugby, mais sur l'eau. Les champions Yann Delegue et Brian Liebenberg seront à nos côtés au cœur de cette compétition sportive totalement insolite. Je vous emmène tout d'abord sur les côtes de l'Hérault, au Cap d'Agde. On y trouve le Mont Saint-Loup. C'est un ancien volcan dont l'éruption remonte à 750 000 ans. Il a beaucoup influencé le paysage du Cap d'Agde, entre la couleur des monuments et la découpe de la côte qui renferme une vie sous-marine étonnante. Pour commencer, j'avais envie de vous faire découvrir l'un des plus jolis coins du Cap d'Agde. Et pour ça, il faut aller sous l'eau. Je vous emmène sur un spot de plongée protégé pour aller découvrir la faune et la flore sous-marine que l'on ne trouve qu'en Méditerranée. Mélissa connaît le territoire comme sa poche et ce sera ma guide. Bonjour. Bonjour, bonjour. Renaud, j'imagine. C'est moi, Renaud, oui. Mélissa. Exactement. Donc Renaud, c'est toi qui as créé ce sentier sous-marin. Ah oui, oui, ça fait un petit moment, hein, le sentier sous-marin, une vingtaine d'années déjà. Il était de l'autre côté des petits rochers qu'on a devant là. Je vois que ça attire beaucoup de monde. Il y avait un vrai potentiel quand tu es arrivé. Ah oui, alors déjà il y avait des gens, mais par contre la notion de sentier sous-marin n'existait quasiment pas. Il n'y en avait qu'à Porquerolles, au parc national. Et là on s'est dit pourquoi pas faire ça chez nous. Et ça a marché de suite, mais vraiment à bloc d'entrée, quoi. Hein. Et les gens sont friands d'aller juste découvrir le milieu marin avec pas le mastuba, un peu de combinaison, enfin tranquille, quoi. Voilà. Et nous après on fait passer des petits messages sur la protection de l'environnement marin, bien sûr. Donc vous allez m'accompagner tous les deux à l'eau. Avec plaisir. Exactement. Ouais, on va faire un petit tour. Hop. Allez, mais c'est parti, on marche en arrière. Attention de ne pas tomber. C'est génial ce panneau qu'il y a sous l'eau. Et oui, en effet. En fait, là, c'est un panneau qui montre les principales espèces qu'on peut retrouver selon le milieu. Là, tu vois, on est en dessous, on a du sable. Donc, c'est les espèces qu'on peut retrouver sur le sable. Voilà. Et ce que je te propose, là, c'est d'aller voir la posidonie. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est une herbe que l'on trouve uniquement en Méditerranée. Exactement, tu as raison. On dit qu'elle est endémique de Méditerranée. Donc, on va aller là-bas. Là, tu as une belle touffe de posidonie où à l'intérieur, on peut voir, où tu regardes des petits oursins à l'intérieur. Il peut y avoir des coquillages, des étoiles de mer, des petits poissons
En fait, la Posidonie est protégée. Exactement, elle est protégée en Méditerranée parce qu'elle est en voie de disparition, donc on essaye de la préserver. On a des actions qui sont menées, donc là, nous, par le sentier sous-marin, on sensibilise les gens. Surtout, c'est une source d'oxygène incroyable. Et oui, en effet, c'est exactement comme les plantes, les arbres sur Terre. Ça produit de l'oxygène vu que c'est une plante et en plus, ça capte le carbone. Et du coup, c'est aussi grâce à la Posidonie qu'on peut admirer plein de poissons ici. Et oui, si tu n'as plus de Posidonie, malheureusement, tu auras moins de poissons. Et regarde. Le cormoran huppé. Il y a plusieurs espèces de cormorans méditerranéens, celui-là il est un peu plus rare quand même. Alors il n'a pas la huppe parce qu'en fait il a mis du gel ce matin. Après c'est sacré plongeur, hein. C'est des chasseurs sous-marins là, ils sont. Les poissons là ils en feront pas un pli. Ce sentier balisé sur 200 mètres permet de découvrir des poissons typiques des fonds méditerranéens, comme le sard ou le rouget. On y trouve aussi des failles et des mini-canyons. C'est toute une faune et une flore facilement accessibles dans des fonds marins d'origine volcanique. Regarde. Je te le donne si tu veux. Ah, je peux prendre? Oui. Ah, c'est très bon en fait. Et oui. Alors est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Un concombre de mer. Ouais, exactement. Concombre de mer ou holothurie, qui est de la même famille que l'oursin que j'ai dans la main. Mais comme tu le vois, elle est bien plus molle. Ouais, le concombre de mer, il est plutôt détendu. Hein. À quelques pas de la plage et du magnifique sentier sous-marin que je viens de découvrir, se trouve l'aquarium du Cap d'Agde, une autre façon d'observer la faune et la flore sous-marine. L'aquarium du Cap d'Agde existe depuis près de 30 ans. C'est le père de Cécile et Sophie, un ancien médecin qui l'a créé. Ces filles ont pris le relais il y a 6 ans et elles ont réussi à reproduire un spectacle 100% nature qui regroupe près de 270 espèces différentes. Ah oui, on est vraiment dans l'envers du décor. Ah oui. Au total, 10 000 litres d'eau de mer sont renouvelés toutes les heures dans une quarantaine de bassins. Mais le plus surprenant, ce sont les coulisses de l'aquarium, où Sophie développe un élevage de coraux. J'en ai jamais vu d'aussi beau. Ah, chez nous, ils sont très colorés. Après, on leur met de la lumière spécifique pour bien faire ressortir toutes les couleurs. C'est la lumière qu'ils auraient à l'état naturel. Donc, c'est totalement naturel. Et comment tu arrives à avoir autant de coraux? Tu vas les chercher directement dans l'océan? Alors, la plupart de tous ces coraux-là, c'est des échanges avec d'autres aquariums. On prélève très peu. Et on est parti d'une base d'une vingtaine d'espèces il y a déjà plus de 20 ans. Sophie a un laboratoire où elle fait tous ses bouturages. Elle a des coraux avec différentes formes et couleurs. Là, on est dans les coraux qui sont dits en plateau. Donc, ils s'étalent pour former des grands plateaux. Et c'est ce qu'on voit souvent. Ils sont en hauteur souvent et on appelle ça des platiers. Et tous ces coraux, tu les mets ici dans le but d'un jour les exposer dans l'aquarium? Complètement. Alors, c'est des pièces qu'on pourrait très bien prendre et mettre directement dans nos aquariums. Là, nos aquariums, en ce moment, ils sont pleins. Donc, je ne peux pas en rajouter. Si j'ai besoin de refaire un décor ou de changer, du coup, ils sont en attente. Il faut s'équiper pour Oui. faire du bouturage. Bien entendu. Donc on a besoin de gants et de lunettes. Oui, et de lunettes. Pourquoi Alors, des j'en ai déjà lunettes? une paire. Parce que alors, les coraux durs, ça va, mais quand on bouture les coraux mous, ça peut gicler. Et quand ça gicle dans les yeux, ça fait des brûlures importantes. Ah oui, ça peut faire mal. Oui. On va mettre les lunettes alors. Les coraux, c'est la même famille que les méduses. Donc, Ah bon et oui. Donc du coup. Vous le saviez ça, que les coraux c'était de la même famille que les méduses? Et oui. Et Moi du je le savais pas. Eh ben voilà. Du coup, c'est très urticant. Et pourtant ça se ressemble pas du tout. Et non, ça se ressemble pas parce que les coraux, c'est des formes qui sont plus fixées sur les décors. Par contre, les méduses sont nageantes, mais quand les coraux se reproduisent, ils se reproduisent pareil que les méduses. Et ça fait des petits polypes, donc des petites anémones, et ben, pareil que les coraux. Donc les coraux, les méduses, c'est la même famille. Le bouturage du corail est un processus très simple.
Il suffit de coller la bouture sur un support minéral. Il faudra compter 1 an pour qu'il atteigne une dizaine de centimètres. Et maintenant, il va falloir les remettre dans l'eau. Oui, allez, maintenant, on les remet dans l'eau. Toi, ça te touche forcément ce qui se passe en ce moment avec le réchauffement climatique et tous ces coraux qui meurent les uns après les autres. Obligatoirement, et du coup, nous, on essaye de travailler à notre niveau avec ce qu'on peut faire, donc en faisant du bouturage, en évitant au maximum le prélèvement. Peut-être que d'ici 10-15 ans, peut-être 20 ans ou plus, il n'y aura plus du tout de coraux au milieu naturel parce que les eaux seront trop chaudes pour accueillir ces coraux. Et du coup, nous, en ayant préservé nos colonies et nos échanges, peut-être que du coup, on ne verra plus que des coraux en aquarium, peut-être. Elle vient directement nous voir. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Vicky, c'est une tortue verte. C'est quoi son histoire? Tu l'as récupérée où? Alors c'est une tortue qui nous a été amenée par un pêcheur qui était dans l'étang de Thau. Dans l'étang de Thau, elle était? Oui, dans l'étang de Thau. Alors c'est une tortue verte, normalement, elle vit dans les mers chaudes. Et en plus, on était en plein hiver. Du coup, la pauvre, elle était en léthargie complètement. Donc on l'a récupérée en pensant qu'elle était morte. Hein. Et puis finalement, on a réussi à la réchauffer. Et du coup, maintenant, elle est chez nous et elle va super bien. Elle a beaucoup grossi. Elle faisait une petite dizaine de kilos quand on l'a récupérée. Maintenant, elle en fait 50. Tiens, allez. D'accord. Le requin, il est là. Ah oui, il y a le requin derrière qui veut sa part du gâteau. C'est ça. Elle a l'air de t'adorer. Elle est habituée. Bon, par contre, ça reste quand même un animal qui est sauvage, donc Elle peut elle mordiller. peut mordre. Oui. Ça a un bec très puissant, les tortues, capable de sectionner les doigts. Donc il faut faire très attention. Très attention. Après, là, elle a faim, donc forcément... On sent que tu y es attachée. Bah oui, elle est marrante. Elle est un peu comme un chien. Ah bah là, vu la façon dont tu te comportes avec elle, oui. Elle aime bien qu'on la gratte, elle reste. C'est un animal qui, si elle en a marre, elle s'en va. Donc si elle décide de s'en aller, elle s'en va. Ça ressemble plus à un chat, ça. C'est vrai, c'est vrai. Allons un peu plus au sud, à Gruissant, à la fameuse plage des Chalets. Une plage qui regroupe 1300 chalets sur pilotis répartis sur 11 rangées. Autrefois, elle était occupée par des pêcheurs qui passaient la nuit dans des cabanes en bois. Mais aujourd'hui, elle attire de nombreux touristes et la présence de sauveteurs en mer est devenue nécessaire. Caroline, ça fait 1 an que tu es chef de plage ici. C'est grâce à toi et tes équipes si aujourd'hui on peut profiter des plages en toute sécurité. Oui, en effet, on est en général 4 par poste pour assurer du coup la prévention et aussi la surveillance surtout. Justement, on t'a suivi pendant une journée pour découvrir ton quotidien. On regarde? Première opération du matin, sortir le quad et le jet. Ce matin, le rendez-vous est fixé plus tôt, car la journée s'annonce un peu particulière. Elle commence avec un entraînement secourisme pour former les jeunes sauveteurs en mer. Oui, donc on est en présence d'une victime d'environ 20 ans, masculin, inconsciente et qui respire. Comment pris? Reçu. Ce genre d'exercice, on le fait assez souvent, donc on a 3 entraînements proposés par semaine, dont 2 obligatoires. Et en général, il y en a au moins d'entre eux qui est secourisme et ensuite organisation plage. Et les situations sont plus vraies que nature. Chacun s'investit dans un rôle bien déterminé à l'avance.
La fréquentation à 8 h du matin elle est assez faible, du coup non, après il y en a beaucoup qui s'arrêtent et qui demandent si ça va et on leur dit évidemment que ça va puisque c'est qu'un entraînement. Cela fait 5 ans que Caroline est maître nageuse sauveteuse. Depuis l'année dernière, elle encadre la plage de Gruissant où une trentaine de sauveteurs assurent la sécurité pendant la saison estivale. Leur rôle de prévention est également très important. Donc ça sera hydratez-vous régulièrement, restez près du bord, surveillez vos enfants, protégez-vous du soleil et donc pneumatique déconseillée. Parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Les interventions qu'on a principalement ici au central de Gruissant, ce sont les traumas. Ça peut aller de la dermabrasion jusqu'à vraiment aux fractures d'épaule, de clavicules, traumas crâniens. On a aussi pas mal de malaises, alors ça peut être des gens qui boivent la journée et qui ensuite du coup partent à l'eau sans rentrer progressivement, ce qui fait que voilà, ça tombe en malaise. Ça peut parfois aller à l'arrêt, mais bon, c'est assez rare quand même. Centrale Gruissant de P2 Gruissant pour un essai radio sur Antares qu'on a reçu parler. P2 Gruissant de Centrale Gruissant, je te reçois fort et clair et toi? Fort et clair également, bonne journée. Alors Ryan, aujourd'hui, du coup, tu partiras au quad à la vigie pour planter la flamme de gauche. Le profil type des personnes qui travaillent ici sont des étudiants pour trouver un travail d'été, pour gagner un petit peu d'argent. Et puis souvent des jeunes assez sportifs quand même qui aiment travailler à l'extérieur et en équipe. On passe un très bon été, on s'entend tous très bien. Et même en dehors de la surveillance, on se voit, on fait des restaurants et d'autres activités sportives. Comme le soir, des fois on se retrouve après la fermeture sur les terrains de volley ou rugby sur le sable. Les bords de la Méditerranée permettent de découvrir de magnifiques villages à seulement quelques kilomètres. Allons dans l'arrière-pays de l'Hérault et plus précisément Pézenas, la cité d'un certain Molière. Pézenas est avant tout une ville riche de son histoire et de son patrimoine. Et ici, eh bien, la spécialité, c'est le berlingot. On en fabrique ici depuis le XIVe siècle et aujourd'hui, c'est une histoire de famille. Jean-Marie Boudet et ses 3 sœurs en fabriquent et nous allons les voir pour tenter de percer leurs secrets. Les choses sérieuses commencent. Bonjour. Bonjour. Ah, j'avais hâte de faire ta rencontre. Bah oui, c'est le spécialiste des berlingots. C'est ça, Jean-Marie? Normalement, oui, il paraît. Bon, bah j'ai hâte de voir ça, comment on les fabrique. Eh bien, je vais t'équiper d'abord, et après on commence. Génial. À quelle température est-ce que tu dois verser le sucre? Donc là, on le cuit, et à 152, il faut qu'il soit sur la table. Donc On y approche, là. Ouais. Tout ce sucre, c'est le paradis ici. Donc là, Il a déjà séché? il a déjà commencé à refroidir. Donc là, on le rassemble au milieu de la table. On va d'abord mettre le parfum. Alors Émilie, Je peux t'aider? je t'ai réservé un petit jeu. Tu vas me dire ce que c'est le parfum. Par contre, si tu ne reconnais pas le parfum, je te mets dehors et tu fais pas la visite. Aïe, aïe, aïe. Non, là, tu as 2 minutes pour sentir et me faire une proposition. Alors, à vue d'œil, j'aurais dit caramel. Mais attends. Non, non, non. Attends. Je sais pas, ça sent bon. Ah oui, Ça sent... c'était la pêche. Oh. Mais oui, la pêche! Donc, après le parfum, on met la couleur. Le colorant orange, c'est un colorant naturel. C'est du concentré de carotte. Et donc, maintenant, Émilie, tu vas essayer de faire exactement comme moi. Les doigts collés. C'est pas gagné. Les doigts collés. Hop. Pour toi, je vais te couper un petit bout. Ah, merci. Tu vas me plier le petit bout. On refait? Ouais. Eh, tu apprends vite, c'est bien ça. Donc, Émilie, maintenant, on va travailler le sucre. Donc, pour le travailler, c'est très simple. C'est la machine qui va tout faire. Allez, je te laisse appuyer sur le bouton marche. Il est où? C'est noir? Quand le sucre est à la bonne température, il change de couleur. Mais pour qu'il change de couleur rapidement sans rien ajouter, il faut le mettre sur une étireuse batteuse, une machine qui va tirer le sucre et le plier. On passe alors d'un sucre orange foncé à un sucre clair. Et voilà.
on a fait un petit bonbon de 15 kg. Et donc, maintenant, le sucre, lui, toujours chaud, à peu près à 80 degrés. Donc c'est là où on va en profiter pour découper en berlingot. C'est là que tu les tires? Voilà. Les deux couleurs de sucre sont ensuite assemblées. Il faut plier le bonbon en deux, le faire rouler et le tour est joué. Le berlingot de 15 kg va ensuite être affiné en berlingot de 2 grammes. Au total, Jean-Marie a confectionné 34 parfums de berlingot. Verveine, kiwi ou encore citron vert, il y en a pour tous les goûts. Magnifique. Ça me fait des bonbons, hein? Raconte-moi un petit peu la légende du berlingot. Je crois que ça date du XVIIe siècle, c'est très vieux. C'est ça, oui. Alors, la légende veut qu'au XVIIe siècle, c'était un Africain qui était de passage à Pézenas. Et pour remercier l'habitant qui l'hébergeait, il lui aurait laissé sa recette de berlingot. Donc, les jours de marché, il se promenait avec son pain de sucre sur l'épaule, moins gros que ce qu'on a fait, mais c'est un pain de sucre. Et donc, le sucre pendait et il coupait le sucre au fur et à mesure et il donnait aux enfants. C'est pour ça que sur Pézenas, on a un berlingot qui, au départ, qui était très très long. Il faisait quasiment 6 cm. Et toi, du coup, comment tu l'as eu, cette recette? Moi, c'est mon père. J'ai eu on va dire, le privilège d'habiter 18 ans au-dessus, dans la maison familiale. Et donc, voilà, à l'époque, il y a eu le service militaire. Et puis, en revenant au service militaire, tout simplement, il fallait un travail. Donc, mon père m'a dit, je t'ai trouvé du travail, tu commences demain à 8 h. Et le lendemain, j'ai commencé ici. On quitte Pézenas pour retourner sur la côte méditerranéenne, au tournoi des 6 stations. C'est du rugby, mais sur l'eau. Le terrain est une énorme plateforme flottante qui est démontée tous les soirs, puis remontée le lendemain dans une autre station balnéaire. La bombe parfaitement réussie dans un style très élégant. En fait, celui qui va m'accueillir, c'est Brian Liemenberg, sauf qu'il est sur le terrain. Allez, très bon touché, on revient au moment de toucher, Mario Lapin, merci. Salut Brian. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien et toi? Mais ça va, t'es pas tombé à l'eau? Moi, je vais faire comme ça, parce que je suis tout mouillé. Je ne vais même pas tomber à l'eau, toi, je t'avais dit. T'es même pas tombé, pourtant t'es tout Non. mouillé. Oui, parce que là, ça court, hein. Je regardais depuis l'extérieur, du coup, il n'y a pas du tout de plaquage. Non, on joue au toucher. Avec 2-3 règles qui favorisent un petit peu des essais, des belles actions. Voilà. Et toi, t'aimes bien alors? Ça te permet de retrouver des petites sensations? Déjà, ça permet de retrouver tous les anciens coéquipiers des adversaires. Ouais, parce que c'est des anciens joueurs qui viennent Oui, jouer. c'est quasiment que des anciens joueurs. Et ce qui est sympa, c'est qu'on joue avec des amateurs de la région. Comme ça, c'est un vrai contact avec des familles, des joueurs qui jouent en amateur. Que pour certaines, nous ont regardé jouer sur la télé et qu'aujourd'hui, ça leur permet de faire des passes avec nous, de jouer. C'est amusant, tu vois, les gens qui s'amusent, de nous voir sauter à l'eau, marquer des essais, plonger, etc. Mais voilà, ça se passe très bien, c'est dans une bonne ambiance et voilà. Et la mystification de celui qui avance, c'est lui qui avance. Yann, c'est une vraie réussite ce tournoi des 6 stations. T'as monté ça il y a seulement quelques années, mais d'où elle t'est venue cette idée folle? Cette idée folle vient souvent en troisième mi-temps, donc on était avec des copains forcément en troisième Toujours mi-temps. en troisième mi-temps qu'on a de bonnes idées. Hein. Exactement. Puis c'est le lendemain matin que tu dis non, celle-là était vraiment pourrie, on avait trop bu, il faut vraiment qu'on l'annule. Ou alors tu te dis ça c'est pas con, il faut vraiment qu'on creuse. Et là c'est maintenant, voilà, c'est la 2e édition qu'on fait ce tournoi. Donc c'est sur une plateforme flottante, on voulait pas faire un beach rugby traditionnel sur le sable, on voulait faire un truc qui se soit jamais fait dans le monde. Pas d'embut, pas de touche. Le principe pour marquer des essais, c'est de plonger dans la mer. Ce sont souvent des anciens joueurs internationaux qui viennent jouer. Ouais, les équipes sont constituées de, pour moitié de l'équipe des anciens internationaux et l'autre moitié des joueurs amateurs locaux que Lévin nous met à disposition pendant les 6 jours. Alors j'ai ma petite idée, mais pourquoi avoir choisi l'Occitanie? Bah, Déjà que c'est la meilleure région de France. Ouais. Alors déjà c'est une région très rugby de par son histoire. Que ce soit Perpignan, Béziers, Narbonne, Montpellier aujourd'hui, un territoire rugby. Qui fédère aussi beaucoup de monde. Qui fédère beaucoup de monde, c'est un territoire de vacances, il y a beaucoup de familles, c'est très populaire. Et nous, l'idée c'est de donner l'accès au plus grand nombre à la promotion du rugby. Donc, et puis il fait beau aussi, ça c'est important. Donc toutes ces raisons-là font qu'on a atterri ici.
Chaque été, les côtes de l'Aude et de l'Hérault attirent plusieurs millions de touristes. Ils viennent savourer le paysage méditerranéen, considéré comme l'un des hauts lieux de la biodiversité dans le monde. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis sur ce magnifique littoral méditerranéen. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes au sud. Salut!